Bonsoir Gabriel Attal. Bonsoir. Effectivement, cette étape 2 du quinquennat a donc démarré. Comment la résumer? Est-ce qu'on pourrait dire on continue, on ne change rien? Absolument pas. Il y a eu un changement. Il y a eu un changement à l'issue du grand débat national et qui a été annoncé dans la conférence de presse du président de la République. Un changement de méthode notamment, en travaillant davantage avec les territoires, en associant davantage les Français parce qu'on ne l'avait pas fait suffisamment, notamment sur des sujets du quotidien, les mobilités, la transition énergétique, etc. Et sur ce point-là, évidemment qu'on continue. On continue sur ce changement qui a été annoncé avant les élections européennes. Mais vous savez, nous on a passé toute la campagne des européennes à expliquer que c'était un scrutin européen, qu'on voulait faire bouger les lignes au niveau européen et que pour nous, notre horizon, notre cap, c'était Bruxelles, où on voulait avoir un groupe suffisamment nombreux pour peser sur les orientations. Si aujourd'hui j'étais devant vous en expliquant que les enseignements à tirer de cette élection, ils sont nationaux avant d'être européens, ça serait trahir la vision qui a été la nôtre. Même si vous tirez quand même des enseignements nationaux. Un enseignement dont on parle peu justement, Gabriel Attal, votre base électorale est certes solide, mais en détail, est-ce que vous reconnaissez que c'est un électorat des grandes villes, aisées, diplômés, bref, toujours le président des plus privilégiés? Alors, pour être très honnête et très transparent, je n'ai pas regardé encore toutes les études. Je pense qu'il y en aura très fouillé et qu'il y a des personnes qui travaillent sur ce sujet-là dans la semaine. Il y a eu un vote La République En Marche qu'on retrouve aussi dans des villes moyennes, dans du périurbain. Peu, vous le savez. Peut-être moins. Surtout les grandes villes, les métropoles. Peut-être moins, et c'est précisément là-dessus qu'on doit continuer à travailler. Et c'est un des enseignements aussi du mouvement des Gilets jaunes et du soutien qu'il y a eu d'une majorité de Français au départ du mouvement des Gilets jaunes. C'est intéressant ce que vous dites, mais comment? Est-ce que par exemple il faut changer votre manière de gouverner, plus à l'écoute des plus modestes, pour éviter justement d'autres soubresauts sociaux? Bien sûr, mais c'est exactement ce qu'a annoncé le président de la République dans sa conférence de presse. Ce qui est très compliqué avec l'actualité politique, c'est qu'une information en chasse une autre et un moment politique en chasse un autre. La conférence de presse de sortie du grand débat du président de la République, elle n'a que quelques semaines et il y a un changement qui a été annoncé à ce moment-là, notamment sur la méthode, pour être plus à l'écoute, pour travailler davantage avec les territoires. Ça paraît très flou quand on le dit comme ça, mais quand on rentre dans le détail et dans la mobilisation nationale qui a été lancée avec les associations d'élus, avec les syndicats, pour voir comment territoire par territoire, presque centre-bourg par centre-bourg, on regarde comment est-ce que les outils qui sont mis à disposition au niveau national s'inscrivent dans le quotidien des Français, c'est du très concret. Changement, dites-vous, mais continuité dans les réformes à venir, qualifiées par certains d'explosives, la fonction publique, les retraites, l'assurance chômage, tout sera mené au pas de charge? C'est des réformes sur lesquelles on a été élus, qui étaient dans le programme du président de la République. Et là-dessus, il y a un constat qui reste, qu'il faut transformer notre système d'assurance chômage, notre fonction publique. C'est en cours, le texte est examiné au Parlement. La France n'est pas dans la rue, parce que c'est une réforme qui était attendue, qui est importante. La réforme des retraites aussi. Quand on dit qu'on veut simplifier des régimes, parce que ceux qui nous écoutent, je pense qu'il y en a assez peu qui savent à quel âge ils peuvent partir à la retraite, à quel droit ils peuvent prétendre, parce qu'on a un système qui est totalement délirant, où on a 42 régimes différents avec des règles différentes, et qu'on veut dire qu'il y a une règle simple, 1 euro cotisé donne droit à la même chose. C'est quand même aussi ce qui est attendu par les Français. Il est évidemment pas question. Donc des réformes au pas de charge, calendrier ne changera pas. Pas au pas de charge. La réforme des retraites, elle est négociée par Jean-Paul Delevoye depuis maintenant près d'1 an. Il y a une concertation avec l'ensemble des organisations qui va se poursuivre. Il y a un rapport qui va être remis. Il y aura ensuite une discussion parlementaire, sans doute un nouveau tour de concertation. On ne peut pas parler de pas de charge, mais il y a une détermination, c'est évident. En attendant, Gabriel Attal, vous, c'est-à-dire la majorité, vous courtisez les Verts, vous leur tendez la main. On a l'impression en ce moment que c'est un concours qui pourrait s'intituler « Plus écolo que moi, tu meurs ». Ça fait un moment qu'on est engagé sur ces sujets-là de la transition écologique et de l'environnement, évidemment. Et évidemment que l'un des grands enseignements Pourquoi ne pas avoir tendu la main avant, alors si c'est si évident avant le scrutin? Moi, j'ai le sentiment qu'on l'a fait. Je le dis, et pour moi, c'est aussi peut-être... Ça ne nous a pas frappé tout de suite. Pour moi, je le dis, c'est peut-être aussi un constat d'échec en termes de communication, de capacité à montrer ce qu'on fait. On n'a peut-être pas été suffisamment bon là-dessus. On est quand même le premier pays au monde à avoir interdit la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures sur son sol. On a annoncé qu'on fermait toutes nos centrales à charbon d'ici à 2022, parce qu'on voulait arriver au zéro carbone. En Allemagne, ils se lancent dans ces opérations-là. Ils ne les fermeront pas avant 2039. Donc on voit bien qu'on va vite sur beaucoup de dossiers. Il y a des ONG, un réseau d'ONG environnemental européen qui a classé la France 3e pays européen sur 28 en matière d'ambition écologique. C'est bien, vous voyez le verre à moitié plein, il y a aussi le verre à moitié vide, toujours peut mieux faire. Mais vous êtes optimiste, vous allez me dire. Évidemment qu'on peut toujours mieux faire. Il y a le fond, Gabriel Attal, une question aussi sur la forme, même si c'est une question un peu plus politicienne. Est-ce que vous êtes favorable à l'entrée d'un vrai au gouvernement? Moi, très sincèrement, je pense qu'en termes d'écologie, d'environnement, il n'y a pas besoin de symboles. Il faut des actes. Mais est-ce qu'il y en a encore des symboles?
Qui voyez-vous depuis le départ brutal de Nicolas Hulot du gouvernement? Quelle personnalité charismatique peut incarner cette génération climat qui s'installe en Europe? Précisément, je pense que personne ne peut se dire représentant de l'écologie ou détenteur de la légitimité sur l'écologie. La preuve, on agit énormément sur ce sujet-là depuis maintenant 2 ans. Dans le programme Renaissance, la question écologique, environnementale était absolument centrale. C'était peut-être même la première priorité qui était présente dans le programme, avec la Banque européenne pour le climat, les 1000 milliards d'investissements dans les infrastructures, la division par 2 des pesticides. Donc voilà, moi aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de personnalité qui à elle seule peut se dire incarnant l'écologie politique. Donc il faut des actes. Et donc, il faut poursuivre sur ce qu'on fait. Vous êtes aussi en charge, et sur tout ça, de la jeunesse. Les plus jeunes d'entre nous ont beaucoup voté pour le parti Europe Écologie Les Verts et aussi, il ne faut pas l'oublier, en grand nombre pour le Rassemblement National. Et c'est intéressant, c'est l'origine sociale qui reste une variable déterminante. Ça ne nous a pas surpris, les plus aisés vers les Verts, les plus modestes, le Rassemblement National. Moi, je vais vous dire une première chose, c'est que je me réjouis et je suis très heureux de ce vote des jeunes aux élections européennes. On nous a expliqué pendant toute la campagne... Avec beaucoup d'abstention quand même. Oui, mais on nous a expliqué pendant toute la campagne que les jeunes n'allaient pas voter et les sondages disaient 23% de participation. On est à 40%. Alors évidemment, on souhaiterait que ça soit plus, mais c'est énorme et c'est même historique dans une élection européenne d'avoir une telle participation des jeunes. Et j'ai envie de vous dire, c'était... Y compris quand ils vont voter pour le Rassemblement National. Mais moi, je me réjouis qu'un jeune vote, quel que soit son vote. Évidemment, je préfère quand il vote pour un parti pro-européen, pour mon parti, mais je me réjouis quand un jeune vote, parce que c'est aussi important de montrer qu'il y a un attachement à la démocratie et à la participation. Et le combat du président de la République, c'était celui-là. Vendredi dernier, quelques jours avant le scrutin, il a fait une interview avec un youtubeur jeune, et il a dit aux jeunes, il s'est adressé face caméra, il a dit « Allez voter, votez pour qui vous voulez, mais votez ». Et moi, j'ai le sentiment que ce message a été entendu. Oui, surtout pour Europe Écologie Les Verts et le Rassemblement National, mais comme vous l'avez dit, déjà ils se sont mobilisés. Et pour la République En Marche quand même aussi, faut pas l'oublier, c'était je crois dans les études, c'est le deuxième vote, ça dépend, ça varie selon les études, mais de fait, il y a eu un vote massif pour Europe Écologie Les Verts, parce qu'on voit qu'il y a une cause générationnelle. Et là, c'est pas une surprise non plus. Les jeunes, ils se mobilisent sur ce sujet de l'environnement depuis maintenant plusieurs mois. Il y a eu un certain nombre de manifestations, il y a des propositions qui sont faites, donc c'est pas une surprise. Et moi, je suis aussi heureux parce que les jeunes, ils ont la question, c'est comment y répondre maintenant. Mais je voudrais insister sur votre parcours. Vous avez milité, Gabriel Attal, tout le monde ne le sait pas forcément, des années au Parti Socialiste. Est-ce que vous estimez que le clivage gauche-droite est définitivement enterré, même si certains avaient encore des doutes? C'est un vaste... c'est une partie de votre parcours. Oui, moi j'ai été... socialiste. Mais j'assume, j'ai été au Parti Socialiste et je me considère toujours de gauche. Je pense que le clivage gauche-droite ne structure plus la vie politique française. Ça, c'est un fait. Si vous regardez les résultats aux élections. Je ne dirais pas ça. Moi, je pense que c'est un fait. Convenez quand même que le clivage avec Marine Le Pen lui convient bien à elle et à vous. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus considérer que l'écologie, par exemple, est la propriété de la gauche face à la droite, comme on ne peut plus considérer que la relance de l'industrie de l'économie est la propriété de la droite face à la gauche. Sur ces sujets-là, évidemment qu'il y a des clivages qui se sont estompés. Et le sens du macronisme, du projet d'Emmanuel Macron, c'est de dire que autour de ces enjeux-là, et notamment autour de l'Europe, on peut rassembler des personnes qui viennent d'horizons différents. C'est ce que vous allez faire. L'acte 2 ou l'étape 2 du quinquennat a donc commencé dans la continuité ? Mais il y a une étape 2 qui a commencé depuis la conférence de presse en sortie du grand débat. On verra tout cela dans les faits. Maintenant, ces élections, encore une fois, elles vont nous permettre, je pense, d'intensifier sur la question de l'environnement, sur la question du bien-être animal, dont on n'a pas parlé. Moi, je pense qu'il faut une vraie révolution en matière à suivre, de bien-être animal. Les actes, pas seulement la révolution. Sur ce point-là, on peut progresser. On en reparlera. Merci, Gabriel Attal, d'avoir été notre invité ce soir sur Europe.